Salut à tous, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 9 novembre qui est un jour finalement assez spécial parce que c'est à la fois le jour de la sortie de God of War Ragnarok qui est peut-être le jeu vidéo que j'attends le plus depuis un long moment et l'attente est enfin terminée et je vais de ce pas aller l'acheter si c'est pas déjà fait parce que je vous cache pas que j'ai tourné la vidéo le mardi pour la sortir le mercredi, mais en tout cas peut-être qu'à l'heure qu'il est je suis déjà en train de jouer à God of War Ragnarok, mais c'est aussi un jour important parce que c'est la date de sortie officielle en France de Black Panther Wakanda Forever, Black Panther 2, 30e film du MCU, enfin peu importe comme vous voulez l'appeler, en tout cas c'est la fin officiellement de la phase 4 au cinéma, on verra si les gardiens, l'holiday special des gardiens en fait partie ou non, mais en tout cas au cinéma c'est terminé et pour fêter ça j'ai envie de faire deux gestes qui pour moi auront marqué ce film. Bien évidemment, Wakanda Forever. Et deuxièmement, Talocan, qui, on a appris que du coup, la version des Atlantes du MCU était des Saiyans qui faisaient des Kamehameha. Alors hier, je vous ai proposé la critique sans spoiler du film. Donc si jamais vous n'avez pas envie d'avoir d'avis avec spoiler, je vous invite à aller voir la vidéo qui est déjà disponible sur la chaîne qui est sortie hier. Et d'ailleurs, merci pour l'accueil que vous lui avez fait. Deuxièmement, aujourd'hui, ce sera pour les gens qui soit ont vu le film et qui veulent un avis de quelqu'un qui l'a également vu avec des spoils, ou alors de quelqu'un qui n'en a rien à faire d'être spoilé, soit parce qu'il n'a pas prévu d'aller voir le film, soit parce qu'il s'en fiche d'être spoilé, que ça ne gâchera pas son plaisir de regarder le film au cinéma, même si c'est peut-être un petit peu dommage. Bref, les informations ont été données, je pense que maintenant, on peut plonger dans la critique avec spoiler de Black Panther Wakanda Forever. Comme beaucoup d'entre vous, je pense que j'attendais de voir dans ce film-là, c'était bien évidemment l'affrontement entre les habitants de Talocan et ceux du Wakanda, mais aussi de voir la passation de pouvoir finalement entre T'Challa et maintenant, on peut spoiler même si ce n'est plus vraiment une surprise, et Shuri qui allait devenir la nouvelle Black Panther. Mais surtout, évidemment, c'était de voir comment l'hommage à Chadwick Boseman via T'Challa allait être rendu. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Et là où je trouve que c'est très intelligent, c'est que tout de suite, on est pris émotionnellement parce qu'on arrive à un moment où Shuri, qui est peut-être la personne la plus intelligente du Wakanda, ça c'est quasiment sûr, mais aussi une des personnes les plus intelligentes sur cette planète, eh bien, est en difficulté pour sauver son frère qui souffre d'une maladie, et elle a vraiment du mal à le sauver, elle galère, pour finalement se rendre compte eh bien, que son frère va mourir et qu'elle n'a pas pu le sauver. Et là, je peux vous dire que quand on est dans la salle face au film, et c'est ça la première scène qu'on se prend en pleine face, eh ben, émotionnellement, ça fait quand même quelque chose. On a la gorge qui commence à se serrer, on a le cœur qui bat un petit peu plus vite, et on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Tout de suite, on nous explique, enfin, on le savait que de toute manière, T'Challa ne serait pas de retour, mais sans nous le montrer, on nous fait comprendre tout de suite que voilà, le Wakanda va être bouleversé, et on a derrière cet hommage que moi j'ai beaucoup aimé, que ce soit l'hommage en petit comité, où ils sont d'abord dans cette espèce de forêt, j'ai envie de dire, où on voit le cercueil, où il n'y a pas de musique, c'est très calme, et ensuite où il y a au contraire toute cette fête, tout ce grandiose qui va se déployer dans le Wakanda pour rendre un dernier hommage au roi mort, au roi qui a quitté le Wakanda, à T'Challa, qui va du coup rejoindre ses ancêtres. De ce point-là, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais je trouve très clairement que l'hommage rendu à la fois à T'Challa dans le film, mais plus par extension à Chadwick Boseman, d'ailleurs le film lui est dédié à la fin, eh bien je trouve que c'est juste magnifique, et même le logo Marvel Studios qui est finalement aux couleurs de Black Panther tout le long, finalement, où il n'y a que des images de Black Panther, est vraiment très touchant, et cette séquence de début de film est très frappante et très marquante. Et bien évidemment, comme les humains sont des grosses merdes, vous le savez certainement, eh bien qu'est-ce que vont faire les autres nations maintenant que le Wakanda s'est ouvert au monde? Ils vont profiter du fait qu'il y ait cette instabilité
au niveau du pouvoir, c'est-à-dire que le Wakanda n'a plus de roi, finalement, pour essayer d'en profiter, de faire leurs petites affaires. Les Nations Unies, ces petits coquins, ils veulent mettre en porte-à-faux le Wakanda, ils disent qu'ils les aident pas vraiment, etc. Et là, on va avoir le droit, je pense, une des séquences les plus fortes du film, qui moi m'a vraiment marqué, c'est le moment où Ramonda va débarquer aux Nations Unies et défendre son pays en disant que c'est pas sur eux qu'il faut jeter la faute, mais plutôt sur les autres. Et là, vraiment, on sent la reine finalement. Voilà, on la voit la reine dans tout ce qu'elle a de plus grandiose, vraiment dans un charisme très impressionnant. L'actrice est juste incroyable. Et du coup, toute cette scène-là permet de placer finalement ce qui va être, j'ai envie de dire, le noyau du film. C'est-à-dire à la fois le côté hommage, mais aussi le côté politique. Et quand on parle politique, souvent ça mène à la guerre, avec les besoins de ressources, etc. Puisque là, le nerf de la guerre, c'est encore une fois le vibranium. Et dans ce film, on va se rendre compte que là où on pensait que le Wakanda était le seul pays finalement à posséder le vibranium, on va se rendre compte bien que sous les océans, un autre peuple, du coup le peuple de Talokan, je ne sais pas si on dit les Talokans, je ne me rappelle plus comment ils disent dans le film, mais en tout cas que Talokan également possède du vibranium. Et comme par hasard, sur cette terre, il y a une personne qui a réussi à détecter le vibranium sous l'océan, c'est Riri Williams, et c'est grâce finalement à ses capacités intellectuelles qu'elle va faire son entrée dans le MCU et dans ce film, et qui va créer, qui va aboutir finalement à ce conflit à grande échelle entre deux royaumes fiers, forts, etc., que sont Talokan et le Wakanda, puisque Talokan ne souhaite pas être découvert finalement par le reste du monde, et du coup il se dit que pour éviter ça, il faut retrouver Riri Williams, la tuer, l'éliminer, pour qu'on personne n'apprenne que Talokan existe. Bien évidemment, de l'autre côté, le Wakanda va dire mais non, en fait c'est pas possible, vous pouvez pas tuer une gamine, c'est encore une petite, etc., donc vous pouvez pas la tuer. Et ça va aboutir finalement à cette guerre entre les deux nations. On va revenir sur Riri Williams après, mais puisqu'on parle de guerre entre les deux nations, c'était un des éléments importants de ce film-là, surtout que ça a déjà arrivé dans les comics, où notamment Namor avait débarqué au Wakanda, et il avait tout simplement ravagé le pays, et il avait même tué plusieurs centaines d'innocents de Wakandais en submergeant tout le pays. Là, on va avoir un petit peu ça. C'est très très cool, c'est-à-dire de voir que Namor débarque et il met à exécution ses menaces, c'est-à-dire qu'avant ça, il va quand même menacer les Wakandais en disant écoutez, moi j'ai rien contre vous à la base, mais si vous voulez pas me livrer Riri Williams, comme je vous l'ai dit, qu'on puisse l'éliminer, ça va mal se passer pour vous parce que vous êtes en train de la protéger. Et il va mettre à exécution ses menaces, c'est-à-dire qu'il n'est pas là pour blaguer, et il va vraiment venir attaquer le Wakanda. Et je suis à la fois content et à la fois un peu sur ma faim, parce que c'est très très cool de voir Namor venir avec tous ses congénères attaquer vraiment violemment, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que voilà, il y a des vies qui sont en danger, etc. Mais j'aurais aimé peut-être quelque chose de plus grandiose, où on ressent vraiment on ressent vraiment que le Wakanda est submergé par cette quantité d'eau qui arrive, où là j'ai l'impression que effectivement il y a de l'eau, ça commence à être inondé, etc. Mais j'ai pas l'impression de voir une énorme quantité d'eau ravager tout le Wakanda, ce que j'aurais aimé voir, et c'est peut-être ça qui manque globalement dans le film, et on y reviendra peut-être un peu tout à l'heure, ce côté très épique, très grandiloquent finalement qui manque peut-être dans ces scènes-là, et notamment sur l'attaque du Wakanda. À côté de ça, Namor est juste très très cool, je trouve qu'en dirigeant, à la fois protecteur de son peuple, mais aussi très fier, très charismatique, il se laisse pas faire finalement. Je trouve que Tenoch Huerta le joue à merveille. Effectivement, ce n'est pas le Namor des comics, mais pour le coup, je trouve que le personnage est très intéressant. On va dire pendant 90-95% du film, pour moi c'était un 100% sans faute. Juste à la fin, je trouve que sur le dernier combat, face à Shuri, il se fait battre. Alors, soit c'est Shuri qui est trop upgradé à mon goût, soit c'est Namor qui est un petit peu downgradé, qui est un petit peu, comment on appelle ça, qui est un petit peu... bon, vous avez le mot, vous me le direz en commentaire.
pour qui on a un petit peu baissé les capacités, puisque je trouve ça dommage qu'à la fin, il se fasse finalement battre aussi facilement et qu'il se rende. Même si on a des explications derrière quand il dit voilà, je me suis rendu, mais t'inquiète pas, je l'ai fait parce que à la fois c'est dans l'intérêt de Talokan, mais c'est aussi parce que si demain le Wakanda qui lui, tout le monde connaît le Wakanda contrairement à Talokan, se fait attaquer, eh bien ils viendront nous demander de l'aide et à ce moment-là on sera en position de force. Il y a également le fait qu'il est éloigné de l'eau à la base, c'est-à-dire qu'elle déjà elle l'a déshydraté dans l'avion, puis ensuite elle l'a emmené dans une zone où il n'y a pas beaucoup d'eau, donc il s'affaiblit également, donc ça peut expliquer le fait qu'elle prenne l'avantage, même si je trouve que il y a une petite facilité scénaristique, et il y en a quelques-unes dans le film, notamment le fait que Shuri, bon bah une fois qu'elle endosse le costume, on a connu la Shuri inventrice, on a connu la Shuri intellectuelle, on a connu la Shuri scientifique, mais on n'a jamais connu la Shuri combattante, pied-point, j'ai envie de dire. Alors que là, finalement, on a l'impression que une fois qu'elle a endossé le costume, elle devient à la fois acrobate, elle arrive à faire des saltos, à faire des figures incroyables, à faire des chorégraphies de combat très développées, j'ai envie de dire très avancées, là où son frère, lui, avait dû vraiment appréhender le costume, appréhender cette nouvelle fonction, appréhender les capacités de combat, etc. Là, elle, on a vraiment l'impression que c'est finalement un petit peu inné ce qui lui arrive. Pour en finir avec Talokan, je dirais que moi, j'ai vraiment aimé le choix qui a été fait par Marvel, même si j'aime beaucoup aussi ce qui a été fait dans le film Aquaman, mais je trouve que où c'est intelligent, c'est qu'ils n'ont pas voulu copier ce qui a été fait dans Aquaman, puisque de toute manière, on leur aurait reproché, moi le premier, en disant que ça manquait peut-être de créativité, puisque Aquaman avait fait ça très bien avec James Wan, cette Atlantide vraiment majestueuse, très, très illuminée, très brillante, qu'on a connue dans le film Aquaman. Et bien là, ils ont décidé de jouer le côté peut-être un poil plus réaliste, c'est-à-dire que quand on pense aux fonds marins, on pense à des fonds marins très sombres, très noirs, où il n'y a pas de lumière. Et du coup, bah, dans le film, quand on est sous l'eau, par moment, on va être perdu, on va pas trop voir ce qui se passe, on aura un espèce de filtre, alors qui n'est pas toujours très agréable, un filtre un petit peu flou sur les personnages quand ils sont dans l'eau, comme la sensation qu'on pourrait avoir si on ouvrait nos yeux quand on est sous l'eau. Donc ils ont voulu jouer, je pense, un petit peu le réalisme. Du coup, d'un côté, c'est bien, mais de l'autre côté, je trouve que ça manque de... Talokan n'est pas magnifiée comme elle l'aurait pu être pour une cité qui, du coup, possède une des ressources naturelles les plus enviées du monde, avec lesquelles elle a pu construire plein de choses, et notamment, on le voit au niveau des armures qui utilisent du vibranium, la lance également de Namor est faite avec du vibranium. J'aurais aimé que, à l'image des costumes qui sont vraiment très très jolis, et de certaines fresques également, que la cité soit beaucoup plus lumineuse et beaucoup plus impressionnante. C'est peut-être un truc qui m'a manqué. À force de vouloir faire trop réaliste, on perd ce côté fantastique et ce côté légendaire que peut avoir l'Atlantide. J'aurais aimé qu'on en ait un petit peu plus pour le coup. Je parlais de Shuri juste avant, évidemment beaucoup de monde s'en doutait, les lecteurs de comics le savaient déjà, que Shuri allait endosser le costume et le rôle de Black Panther. Là où c'est intéressant, je trouve, c'est l'évolution que va avoir le personnage dans le film, puisque dans le 1, Shuri c'était un petit peu la tête brûlée, celle qui s'en fichait un petit peu des traditions, du Wakanda, etc., en opposition avec son frère. Là, pour le coup, elle va perdre à la fois son frère. On a une autre scène très forte en émotion, c'est la mort, et ça je m'y attendais pas pour le coup, la mort de Ramonda, qui est aussi tuée lors de l'attaque de Namor du Wakanda. C'est très très fort. Quand je vous dis qu'il y avait des conséquences, on voit vraiment que Namor va au bout, c'est vraiment un méchant si je puis dire, et il va vraiment au bout de ses menaces. Il y a notamment un moment où on voit sa puissance, quand déjà au début du film, sa première apparition, où il va faire virevolter un hélicoptère ou un vaisseau pour l'envoyer valser dans l'océan. Il y a aussi le moment où au Wakanda, il va se déplacer avec ses petites ailettes, que j'ai trouvé très très cool, même s'il y a quelques soucis d'effets spéciaux à ce moment-là, mais aussi à d'autres moments du film, notamment quand on voit les Jabari qui sont positionnés en train de regarder ce qui se passe au Wakanda, et derrière eux c'est un fond vert, mais horrible, l'incrustation elle est vraiment ratée. Il y a des problèmes aussi, je pense, dans les scènes finales, quand au niveau des combats, que ce soit avec Riri Williams, avec Namor, avec Shuri, il y a quelques petits soucis d'effets spéciaux, mais pour en revenir à Namor, on voit vraiment sa puissance quand il met un espèce de coup de poing à
à M'Baku, qui l'envoie à je sais pas combien de mètres, il lui explose le plastron de son armure. Enfin, je sais pas comment il a fait pour se relever, notre ami M'Baku, mais il est très très costaud en tout cas. Pour en revenir à Shuri, puisqu'on parlait de Shuri, j'ai bien aimé l'évolution du personnage à travers le film, qui est passé finalement de, comme on dit, une ado un petit peu rebelle, etc., à finalement un leader, je sais pas si on dit une leader, mais en tout cas un leader d'une nation qui est le Wakanda. Elle va endosser le costume, et là où je trouve que c'est très intéressant, c'est que là où on aurait pu s'attendre à ce qu'elle voit sa mère, ou bah, pas son frère du coup parce qu'il est mort, ou alors ça aurait pu être des flashbacks, mais en tout cas à ce qu'elle voit sa mère, peut-être son père, et bien finalement non, elle va voir Killmonger, et je n'y attendais absolument pas à ce qu'elle rencontre Killmonger, et finalement en fait quand on y repense c'est assez logique, puisqu'ils ont cette construction qui se ressemble finalement, c'est-à-dire qu'ils sont guidés par leur rage finalement, et à la base ils n'ont pas des intentions très bonnes. Et ça me rappelle un petit peu ce qui se passe dans les comics quand Shuri est sur le point de devenir Black Panther, elle se retrouve face à Bast, et Bast en fait estime qu'elle n'est pas digne de devenir Black Panther, elle n'a pas les qualités requises pour devenir Black Panther, et que du coup bah, elle la renvoie finalement, et elle lui dit bah en fait non, tu seras pas Black Panther. Et au fur et à mesure de l'histoire, elle va finir par devenir Black Panther, et j'ai l'impression que bah, cette discussion avec Killmonger va lui ouvrir les yeux, elle va se rendre compte qu'elle est peut-être pas forcément sur le bon chemin, elle va passer par des pleurs en se disant mais ils m'ont tous abandonné, déjà qu'ils m'ont quitté dans la vie réelle, si en plus sur le plan je sais plus où ils voient leurs ancêtres, je sais plus comment ça s'appelle, là aussi ils m'abandonnent, ça va être très compliqué. Donc j'ai vraiment bien aimé l'évolution du personnage. C'était pour le coup dans le 1, elle était sympa, mais je la voyais pas être un leader. J'ai encore quelques soucis avec son costume, j'aime beaucoup, mais je trouve que comment dire, elle est un peu trop fine, je trouve. J'aurais aimé qu'elle soit un peu plus qu'elle ait un peu plus de forme, si je puis m'exprimer ainsi. Quand je dis des formes, c'est bien évidemment remplir le costume, c'est pas au niveau de la physique, hein, encore une fois, ne commencez pas à vous exciter. Mais voilà, j'aurais peut-être aimé à ce qu'elle soit un petit peu plus... elle remplisse un petit peu plus le costume. Au niveau de... C'est cool qu'elle réutilise les technologies qu'elle utilisait avant. Je vous dis, peut-être que c'est un poil trop cheaté, le fait que dès qu'elle porte le costume, bon, bah, elle arrive à faire des trucs incroyables. Pareil, c'est un peu cheaté le fait que, bon, bah, c'est une petite pirouette scénaristique, le fait qu'elle puisse recréer une herbe cœur synthétique, etc. C'est un petit peu, je trouve, revenir à un statu quo, c'est-à-dire que là où ça faisait vraiment avancer l'histoire des Black Panthers, lorsque notre ami Killmonger avait brûlé toute l'herbe cœur, bah là finalement on se dit bon bah en fait ça n'a pas vraiment d'importance puisqu'ils peuvent en recréer synthétiquement, ça perd un petit peu de son charme, mais encore une fois Shuri ça reste une très bonne note, contrairement à Riri Williams. Je vais pas dire que le personnage est claqué, ce serait vraiment trop fort d'aller jusque là, mais pour moi c'est une petite déception, c'est peut-être le personnage que j'ai le moins aimé parce que les Dora Milaje, j'aime beaucoup. Bon, Okoye, il n'y a rien à dire. Comment elle s'appelle, notre amie comment elle s'appelle, notre amie Lupita Nyong'o. J'ai oublié le nom de son personnage. Quelle indignité, mon cher ami. Bref, vous savez tous comment elle s'appelle. Ça va me revenir au fur et à mesure. Mais en tout cas, dans le film, elle est excellente. Même si là aussi... il y a quelques petites aides finalement quand c'est elle qui réussit à aller retrouver Shuri et Riri à Talokan, même si on sait que c'est une bonne espionne, etc. Mais là, comme par hasard, bon voilà, c'est pas très grave. Nakia, désolé, hop, c'est revenu, on a reconnecté les neurones, comme diraient certains. Mais en tout cas, voilà, c'est très intéressant du point de vue des personnages féminins au Wakanda. Les généraux, on va dire Atuma et Namora de Namor sont aussi intéressants. Ils ont leur intérêt dans le film. Ils sont plus importants que les autres Atlantes. Ils sont pas non plus hyper développés. C'est-à-dire que peut-être qu'on s'en garde un petit peu sous la semelle pour faire d'autres choses avec ces personnages-là. On en apprend un petit peu plus sur la genèse de ce peuple qui s'est retrouvé finalement à aller sous l'eau
pour se protéger, mais aussi parce qu'ils avaient muté finalement, même si c'était pas eux des mutants, il n'y a que Namor qui est un mutant, mais eux ils avaient été un petit peu modifiés, ils avaient dû aller sous l'eau pour pouvoir vivre. On voit que lui a sa lance, même si j'aurais bien aimé le trident de Neptune, je vous cache pas, en tant que le petit lecteur de comics, le petit trident de Neptune, ça m'aurait fait plaisir, mais rien ne dit qu'on l'aura pas après. Les bombes à eau, c'est marrant. Voilà, globalement c'est cool. L'utilisation de la faune marine également est très très stylée. J'ai bien aimé à la fin quand il y a un orc qui, grâce à sa queue, envoie les Atlantes sur le navire wakandais pour le gros combat de fin, qui là est un petit peu de la bouillie par moment numérique. Mais pour en revenir à Riri Williams, c'est un petit peu le même problème que j'ai avec elle en comics, c'est-à-dire que c'est trop. C'est-à-dire que c'est un peu trop. C'est-à-dire que dans les comics, on a tellement voulu nous la présenter comme le plus grand cerveau, la meuf est hyper intelligente, c'est encore une étudiante, mais c'est une crack, elle est plus forte que Peter Parker, que Bruce Banner, que Reed Richards, que Tony Stark, tous réunis, limite. Donc c'est un petit peu trop dans les comics, je trouve. Et là, c'est un petit peu aussi le reproche que je pourrais faire, c'est-à-dire que, bon, bah, Shuri, on nous l'a présenté comme une craque, et là, elle est choquée parce qu'elle voit cette jeune fille qui réussit à faire des trucs incroyables. Donc, c'est peut-être un peu too much. L'humour est parfois pas toujours bien placé. Alors, c'est pas forcément elle, mais je pense à une blague sur le mascara, je crois, de la marque de Rihanna qui s'appelle Fenty. Bon, bah voilà, c'est une blague, peut-être que ça fera rire. Ça gâche pas l'expérience, je vais pas vous dire que ça gâche le film, mais peut-être qu'on aurait pu s'en passer. Quelques moments où elle fait un petit peu, on est sur des scènes un petit peu intenses, etc. Et elle fait un petit peu retomber la pression. C'est moindre que dans d'autres films, par exemple comme Thor Love and Thunder, mais par moment, elle pourrait peut-être faire un petit peu moins de blagues, surtout que y a vraiment des choses cool à exploiter, notamment, je pense, la scène où avec Shuri, elles sont en train de travailler dans le labo du Wakanda, elle lui dit « Tiens, je t'ai installé un poste, tiens, refais ton armure, etc. » Et c'est là où elle va faire la marque 2. On l'a vu d'abord avec la marque 1 quand ils sont allés la retrouver aux États-Unis, et c'était très cool, cette truc fait un petit peu de pièces récupérées à droite à gauche, vraiment un truc fait maison, voilà, avec très peu de choses. J'aime beaucoup cette armure, je la préfère d'ailleurs à la marque 2, qui je trouve fait un peu fake, fait beaucoup trop... je sais pas, ça fait un petit peu les robots qu'on peut acheter VTech là pour les enfants, sauf pas en rouge et rouge, je sais même plus quelle couleur, rouge et or. Mais voilà. Riri Williams, c'est à retravailler. Pour l'instant, je suis pas trop convaincu par le personnage. Je dirais pas que c'est non plus une catastrophe monumentale, mais c'est le personnage qui m'a le moins parlé. Autre personnage qui peut-être n'est pas mis assez en valeur dans le film, je dirais M'Baku, qui malheureusement a toujours un rôle finalement au sein du Wakanda avec ses Jabari. On comprend bien que voilà, même s'ils se sont comment dire, écartés du reste des Wakandais pour aller vivre dans les montagnes, eh bien ils n'hésitent pas à dire non, on peut vous accueillir quand il y a un problème, notamment quand Namor attaque le Wakanda. Tout le monde va se rendre chez les Jabari pour être en sécurité. Il y a aussi ce rôle de grand frère avec Shuri. Il y a plein de choses comme ça qui sont plutôt cool, mais il manque, je trouve, de scènes marquantes. C'est-à-dire qu'à part être par moments la force brute, et encore on ne le voit pas tant que ça parce que face à Namor il fait absolument pas le poids. Bon, vous me direz c'est normal, mais même je trouve qu'il manque un petit peu d'impact son personnage, et j'aurais bien aimé, en tant que lecteur de comics, vous savez que Shuri... Enfin, vous le savez si vous l'avez vu, Shuri a en plus de son costume une espèce de fourrure, autour du cou, sur les épaules. J'aurais bien aimé que, par exemple, vu comment dire, la proximité qu'elle a avec M'Baku, j'aurais bien aimé que M'Baku lui donne cette fourrure en lui disant bah tiens, c'est ma petite pièce à moi pour que tu te rappelles de moi, pour pas que tu oublies qui je suis pour toi, etc. Donc ça aurait été cool. À la fin, il y a ce petit côté un peu sympa où il vient réclamer le trône comme il l'avait fait dans le premier, sauf que là, bah, malheureusement, Shuri n'est pas là. Alors est-ce que ça veut dire que, comme elle n'a pas accepté le défi, il devient mathématiquement le nouveau roi du Wakanda? À voir. C'est vrai que par moments, Shuri fait des aventures à l'extérieur du Wakanda, comme pouvait le faire son frère, et peut-être qu'à ce moment-là, il faut qu'il y ait un roi toujours sur place, et peut-être que ce sera notre ami M'Baku. Pour revenir sur la fin,
Le combat final, je vous dis, bon, c'est plus ou moins cool, même si j'aurais aimé peut-être un truc encore un petit peu plus épique. Alors il y a des ralentis, ça c'est cool, il y en a quelques-uns, il y a des coups quand ils sont portés, notamment les coups de Namor, je trouve qu'ils sont vraiment puissants, je vous en parlais tout à l'heure avec M'Baku. Le combat final est sympa, on aurait peut-être pu avoir un truc encore un peu plus épique, encore une fois, ça manque d'épique. Franchement, le film manque un petit peu d'épique, je sais pas si c'est votre avis ou pas, mais ça manque un petit peu d'épique, parce que du point de vue de l'émotion, je trouve qu'on y est totalement. Les musiques en plus de Ludwig Göransson rajoutent encore un petit truc en plus, c'est clairement dans la continuité de ce qu'il avait fait sur le 1, mais c'est toujours aussi bon, et le mélange avec les sonorités un petit peu plus hip-hop, et même des sonorités hispaniques, on en entend parfois dans le film, ça marche très très bien, visuellement c'est toujours aussi beau, et bien évidemment on arrive à la scène post-générique, et il n'y en a qu'une du coup dans ce film-là, contrairement à d'habitude où il y en a plusieurs, il y en a au moins deux, et bien là on en a une, et on va découvrir que finalement, pendant plusieurs années, Nakia avait caché à Shuri, et on imagine au reste du Wakanda, excepté à Ramonda qui était au courant, et bien que T'Challa et elle avaient eu un enfant, et que cet enfant s'appelle également T'Challa. Donc on découvre ça, qu'est-ce que ça tease pour la suite? Je pense que s'ils ont fait apparaître l'enfant, c'est qu'il va avoir un rôle par la suite. Moi, je m'étais dit, en tant que lecteur de comics, j'avais toujours cette envie de me dire que on aurait un jour le couple Tornade Black Panther, T'Challa, Ororo. Peut-être, alors je sais pas, peut-être non, hein, c'est peut-être juste un fantasme de fan, mais comme le petit s'appelle T'Challa, peut-être qu'ils vont le laisser grandir un peu, comme les X-Men arrivent pas tout de suite, peut-être que finalement ce sera ce T'Challa-là qui sera, ce T'Challa qu'on voit dans le film, qui sera avec Ororo, la future Ororo, qu'on verra dans les futurs films X-Men. Pourquoi pas, c'est une petite théorie comme ça. Est-ce que ce petit garçon va intégrer les Young Avengers? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'ils ont prévu pour lui? Ça se trouve, c'est juste un petit easter egg pour dire la mémoire de T'Challa continuera au travers de ce petit garçon. Voilà, en tout cas, comme vous pouvez le constater, c'est un film que j'ai vraiment apprécié. Ça fait du bien. On termine la phase 4 en beauté. Hâte de voir maintenant ce qui va se passer pour la phase 5. Et je crois que je vous ai à peu près tout dit. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, à lâcher un petit pouce bleu et à partager. Ça aide vraiment la chaîne. Et on se retrouve très très vite. Ciao!